Bienvenue sur Sauce Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and beyond. Mon objectif, te faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu à mon compte depuis 1 an et je suis super contente de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode de Sauce Digital. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté du métier de community manager avec Kim sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai invité Jessica Nestar, consultante marketing et responsable marketing automation chez Tandem Office. Bonjour Jessica. Bonjour Charlotte. En marketing, l'automatisation sert principalement à optimiser les tâches à faible valeur ajoutée. Ça peut être par exemple créer des séquences email ou planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une présentation s'impose. Jessica, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, donc du coup, moi j'ai un profil plutôt gestion et marketing. Donc après le bac, j'ai fait une filière en gestion des entreprises et j'ai fini avec un master en marketing. À l'issue de ça, je voulais être chef de projet dans les vins et spiritueux, j'ai pas eu d'opportunité dans ce secteur. D'ailleurs, j'ai encore la lettre de refus du groupe LVMH. Mais j'ai eu une opportunité d'ailleurs de rentrer en Guadeloupe en tant que chef de projet en agence de communication. Okay. Une expérience qui a duré à peu près 3-4 ans. D'accord. Donc à l'agence, je m'occupais de gérer stratégie et campagne de communication des entreprises. Donc ça allait de la stratégie effectivement jusqu'au plan d'action et aussi le suivi budgétaire. Et à ce moment-là, je suis essentiellement sur de la communication 360. En 2016, je commence à un peu me lasser du côté un peu campagne traditionnelle. Et c'est vrai que je commence à m'intéresser énormément à tout ce qui est digital, l'univers des startups notamment. Et aussi, à ce moment-là, c'est là que je ressens un peu l'envie de revenir un peu plus au marketing. C'est-à-dire l'idée de vraiment partir d'une problématique identifiée et voir effectivement comment on peut apporter une solution. Et c'est là que je me penche d'ailleurs sur ma première idée de création d'entreprise. À l'époque, je voulais créer le Vinted local. À ce moment-là, c'est vrai que c'était pas encore trop connu en Guadeloupe. Et en tout cas, c'est là que je commence vraiment à creuser le sujet sur le marketing digital. Ok, ça marche. Du coup, le Vinted local, il en est où ce projet aujourd'hui ? Non, je t'avoue que il a pas pu voir le jour pour des raisons un peu particulières. D'ailleurs, voilà, en termes de création d'entreprise, on dirait que j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. Ok, ça marche. Du coup, tu as un profil super complet. A priori, tu te destinais plus au marketing produit en travaillant dans le vin. Et au final, tu as fait de la communication pour revenir sur le marketing digital parce que tu avais envie d'entreprendre. Je pense que c'est hyper intéressant en fait comme vision de l'apprentissage parce qu'au début, quand on se lance dans les études, on a une vision tellement précise du travail qu'on veut faire après. Et puis pour les plus déter comme toi, il y a même une entreprise en tête. On sait déjà qu'on veut travailler chez LVMH dans le vin. Mais au final, ce sont aussi nos centres d'intérêt, les expériences terrain et puis la vie qui vont vraiment forger les compétences qu'on décide d'apprendre. Je sais pas si t'es d'accord. Je suis complètement d'accord. Nice. Et du coup, étant donné que tu as de l'expérience dans les deux, tu peux nous éclairer sur la différence entre communication et marketing ? Parce que j'ai l'impression que c'est un éternel débat. J'ai envie de dire, c'est la question et c'est une très bonne question parce que du coup, jusqu'à maintenant, en fait, je constate effectivement qu'il y a encore souvent un amalgame entre les deux. D'ailleurs, avec un de mes collaborateurs, c'est un peu une lutte qu'on a au quotidien, savoir effectivement expliquer en fait que le marketing, ce n'est pas de la communication. Pourquoi on aime bien dire ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, et même par rapport aux prospects qui nous contactent, en fait, on se rend compte qu'il y a encore trop, et je précise trop, d'entreprises qui considèrent que voilà, j'ai une stratégie marketing et ça consiste à faire des boosts de posts Facebook, aller imprimer 100 000 flyers que je vais aller distribuer en centre commercial, faire des campagnes 4 par 3 toute l'année. Et voilà, je dis pas que ça ne marche pas, que ce sont des actions qui ne marchent pas, mais la vraie question c'est pourquoi je fais ces actions-là et pourquoi je choisis ces canaux. Si après les réponses sont cohérentes, il n'y a pas de problème. Mais souvent, voilà, on se rend compte qu'on a une image du marketing qui est en fait trop focus sur de la publicité et qu'il n'y a pas forcément une vraie stratégie derrière.
Et du coup, pour répondre à ta question justement au niveau de la différence entre ces deux termes, je dirais que le marketing consiste plus à identifier une problématique, identifier une cible, et à partir de là, effectivement, je vois comment je trouve une solution pertinente, je précise, pour répondre aux besoins que j'aurais identifiés. Donc, au niveau du marketing, effectivement, on est plus sur un ensemble d'actions, on va dire, stratégiques que je vais mettre en place pour adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est ma phrase préférée, ça. Ah, j'adore cette phrase. Le bon message à la bonne personne au bon moment. Et pour ça, en fait, je dois identifier à qui je m'adresse. Je dois maîtriser les spécificités de ma solution que j'apporte. Je dois pouvoir maîtriser ma proposition de valeur, comment je me démarque de mes concurrents. Et surtout, comprendre, en fait, où se trouve ma cible et savoir comment je vais l'atteindre. Et de notre côté, avec la communication, je dirais le principe consiste plus à mettre en place un plan d'action pour diffuser le message que j'aurais identifié via différents canaux. Donc non, le marketing, ce n'est pas de la communication, mais effectivement, ils sont liés, ils sont complètement liés et voire complémentaires, puisque dans tous les cas, pour communiquer efficacement, il faut des bases marketing solides. Donc, si je devais résumer, je dirais que le marketing, lui, va plus réfléchir à la partie stratégie. Donc, pourquoi, comment je résous le problème, comment je vais aider ma cible. Et la communication, elle va exécuter le plan marketing, justement, en faisant plus un travail sur le message et les modes de diffusion. Très clair, rien à rajouter. On va passer sur ton expertise et ton métier. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que professionnel du marketing automation ? Donc, comme tu disais en intro, moi, je suis consultante et du coup, j'aide les entreprises à identifier les bons leviers pour développer leur activité grâce au marketing. Ça va passer par optimiser le positionnement de l'entreprise, bien comprendre qui sont ses clients, identifier les différents profils clients, comprendre comment ils se comportent, quel est leur parcours. Là, je fais référence effectivement au parcours client. Et ces premiers éléments, en fait, ce sont un peu les fondamentaux de la stratégie marketing. Et souvent, on se rend compte que même des entreprises qui ont déjà 3-4 ans d'existence ont encore du mal, en fait, à maîtriser ces fondamentaux. Donc, la première étape, voilà, c'est de revenir sur ces bases et de les travailler pour qu'elles soient le plus claires possible. Ensuite, avec ces infos-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite travailler et optimiser l'expérience client. C'est-à-dire qu'on va améliorer les différents points de contact qu'il a avec la marque et on va voir en fait comment on peut apporter plus de valeur au client. Comment on peut l'aider à aller jusqu'à la conversion. En fait, en gros, comment on va réussir à transformer un prospect en client, voire plus. Donc, en gros, quelle stratégie on va mettre en place après client? Ben là, on a les fans. Ouais, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est le Saint Graal. Donc voilà, l'idée, c'est d'identifier en fait quelle stratégie on va mettre en place pour, encore une fois, adresser au prospect le bon message au bon moment pour l'amener à convertir. Ok, ça va. Ce que je comprends, c'est que tu as aussi décrit en fait ce que tu fais comme un process. Du coup, à quel moment intervient l'automatisation ? Bah justement, tout à l'heure, je parlais d'expérience client. Pourquoi expérience ? Parce que justement, aujourd'hui, pour durer, l'entreprise doit pouvoir se démarquer de ses concurrents et surtout marquer l'esprit en fait de ses clients. Aujourd'hui, un bon produit ne suffit pas, un bon produit ne suffit plus. Et du coup, les stratégies doivent être plus dans la personnalisation, on doit plus focus sur des messages ciblés et des messages adaptés. Aujourd'hui, le consommateur, il est bombardé d'informations et pour pouvoir justement capter son attention, faut savoir travailler sur des stratégies beaucoup plus personnalisées, notamment en termes de messages. Et du coup, on va travailler sur la relation client pour pouvoir optimiser l'expérience d'achat du consommateur. D'accord. Donc, dans cet objectif, l'automatisation sert à améliorer l'expérience client. Exactement, puisque du coup, tout à l'heure, je disais que le consommateur, il est bombardé d'infos, notamment avec le digital, où du coup, les points de contact se sont multipliés. Donc forcément, quand je parle de relation client, gestion client, on imagine tout de suite qu'il y a beaucoup plus de sollicitations qui sont générées
vu qu'il y a plus de points de contact. Et qui dit plus de sollicitations, dit plus de choses à gérer, on va dire, pour l'entreprise en termes de relations clients, de gestion client. Tous ces petits détails auxquels il faut penser pour prendre soin de son client, puisque justement, on parlait d'expérience. Mais voilà, c'est là, en fait, que l'automatisation vient s'intégrer dans la stratégie marketing. Puisque du coup, le marketing automation, donc l'automatisation d'actions marketing, il va consister à automatiser certaines actions pour optimiser la conversion du prospect tout au long de son parcours. En fait, l'outil de marketing automation, il va te permettre de réaliser des tâches que tu constates que tu répètes effectivement à chaque fois avec chaque client via des scénarios en fait que tu auras su définir en amont. Donc par exemple, je vais prendre le cas des newsletters par exemple. Quand on s'inscrit à une newsletter, on va recevoir un premier email de bienvenue qui va rappeler un peu le but de la newsletter, ce qu'on va y trouver, la fréquence, etc. Un autre exemple peut-être qui va parler à plus de personnes, le cas d'une boutique en ligne et le fameux abandon de panier. Typiquement dans ce cas-là, quand je parle de marketing automation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en place une campagne de relance automatisée à toutes ces personnes justement qui auraient abandonné leur panier. Et l'idée, c'est de... au final, je pense que c'est de tirer parti des informations qu'on a déjà, en fait, sur nos prospects pour leur proposer une meilleure expérience. Voilà, exactement. Puisque du coup, ce que tu viens de décrire par rapport au panier abandonné, on peut se dire que si le visiteur a été jusqu'à remplir son panier, c'est qu'il y a une intention d'achat derrière. Donc, on peut déjà créer des contenus qui vont... Voilà, exactement. Et tout à l'heure, on parlait de personnalisation. Et ce qui est encore, pour pousser justement l'exemple que tu donnes, l'idéal serait même d'identifier à quel moment il abandonne son panier. Je prends l'exemple de la page au niveau de... Quand on parle des frais de livraison, par exemple. Là, je peux tout de suite comprendre que c'est peut-être les frais de livraison qui représentent un frein. Et à ce moment-là, ça me permet de personnaliser un peu mon message automatisé et d'axer un peu plus sur ce message-là. Et pourquoi pas... peut-être offrir les frais de livraison à partir de certains montants. Enfin voilà, des petits détails comme ça, mais comme tu disais, pour voir exploiter en fait les données qui auront été collectées. Oui, et du coup, comme tu le disais, ça passe par identifier les points de friction avec les clients. Exact. Donc, on est toujours dans cet objectif d'enrichir le parcours client, de lui apporter plus de choses et de faire en sorte qu'il achète plus vite. Hein. C'est l'objectif. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former en marketing automation ? Qu'est-ce qui m'a poussée ? Je t'avoue qu'en fait, pour moi, c'était un peu une continuité. Donc j'avoue déjà de manière générale tout ce qui est monter en compétences, apprendre de nouvelles choses, ça c'est déjà ma vision en tout cas de l'entrepreneuriat, et je considère que c'est super important de rester de toujours se mettre à jour, on va dire, sur ses compétences. Et je dirais encore plus dans le secteur du digital. Le marketing digital évolue à vitesse grand V, les habitudes des consommateurs aussi. Et en fait, pour moi, c'est juste une manière de pouvoir s'adapter, tout simplement, et pouvoir optimiser et ajuster les stratégies qu'on peut proposer. Ok, ça marche. Et du coup, en termes de concept, est-ce que... c'est aussi en découvrant certains concepts marketing que tu t'es intéressé à l'automatisation, ou c'était purement dans le but de découvrir de nouveaux outils ? C'est vrai qu'effectivement, c'est plus en découvrant de nouveaux concepts, puisque du coup, tout à l'heure, on parlait de nouvelles habitudes, etc. Et en fait, quand on parle de nouvelles habitudes, on voit aussi des nouvelles tendances. Aujourd'hui, on peut plus parler de marketing multicanal. Je disais tout à l'heure, marketing plus personnalisé, et effectivement, l'émergence de nouveaux concepts comme l'inbound marketing. Ah, notre cher inbound marketing. Alors, inbound marketing, 2 questions. Est-ce que tu peux, du coup, définir? Et deuxième question, si tu as un équivalent en français, je suis preneuse parce que j'ai toujours pas trouvé. Tu vois? Ah ouais, là, tu me poses une colle. À part marketing qui vient à toi, qui est pas vraiment un truc qui fonctionne. C'est pas très sexy, mais j'y réfléchis. En termes de définition, comment définir l'inbound? Du coup, je dirais que l'idée, c'est en fait...
Alors, c'est un peu métaphorique, mais au lieu d'aller crier sur tous les toits que voilà, tu es le meilleur, voilà, comme les stratégies qu'on connaît, on va dire que l'inbound, c'est une stratégie un peu plus fine. L'idée, en gros, c'est je vais chercher à attirer le prospect grâce à du contenu. Évidemment, du contenu qui a de la valeur pour lui, du contenu qui est pertinent par rapport aux problèmes et aux besoins qu'on aura forcément identifié en amont. Donc pour ça, évidemment, il faut bien connaître sa cible et savoir effectivement quel contenu je sais qui pourra l'aider. Et en fait, une fois que j'ai réussi à capter l'attention du prospect, l'idée c'est de continuer à lui délivrer de la valeur pour lui montrer que je le comprends, je peux l'aider, puisque du coup je lui apporte du contenu qui répond à ses questions. Et ensuite, toujours de manière très naturelle, le convaincre que je suis la réponse à son problème. Et du coup, on en revient au fameux délivrer le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, et du coup, sur le bon canal. Je crois que ça va être le nom de cet épisode. Hein. Je valide. Du coup, en parlant d'outils, c'est quoi ton... nouvelle question, puisque en soi, t'es ma 3e invitée, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur les outils que vous utilisez au quotidien. Donc, quel est ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien ? Meilleurs outils... Je pense que je ne veux pas ignorer mon fameux réseau LinkedIn, où je passe énormément de temps à la fois pour apprendre des choses, pour consommer du contenu. Je ne vais pas te cacher qu'aujourd'hui aussi LinkedIn fait partie de ma stratégie d'acquisition. C'est aussi là que je trouve des opportunités et que je fais, on va dire, du business. En top 2, je dirais Google Agenda, tout simplement. Parce que du coup, moi, en plus, je suis une grande adepte des blocs de temps. Oui. Si tu vois mon agenda, il y a des blocs partout. Mais pas forcément parce que je suis en rendez-vous, mais parce que voilà, mes journées sont très cadrées. Tu vois, le lundi, je sais que voilà, je suis sur de la production de contenu. Le mardi, focus client. Enfin voilà, donc je fonctionne énormément en blocs de temps. Donc Google Agenda, c'est mon grand ami. Ok. Du coup, j'utilise aussi la méthode des time slots, donc d'avoir des temps bloqués dans mon agenda pour faire des choses. Mais dès qu'il y a un truc un peu pressant, ça réorganise tout mon agenda de A à Z. Je pense que je passe beaucoup de temps à réorganiser mon agenda dans la semaine aussi. On va pas se mentir. Et du coup, est-ce que tu as un secret pour faire en sorte que ces moments que tu as bloqués ne bougent pas et ne soient perturbés par personne? Le secret, c'est savoir dire non. Tout simplement, voilà. Et au début, c'est difficile, mais une fois que tu es OK, que ton organisation est importante pour toi, en fait, tout simplement, c'est savoir dire non. Par contre, tu vois, j'ai des créneaux réservés à tout ce qui est, plus ou moins urgent. Je sais que le vendredi, je laisse plus de marge pour des choses qui n'étaient pas prévues dans la semaine, etc. Mais voilà, je pense que, moi, mon secret, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai moins de mal à dire non, en fait, pour des imprévus. Ça marche, je note. Du coup, donc, tu as parlé de LinkedIn, Google Agenda. Ensuite, je parlerai de Notion. Le fameux Notion. Aujourd'hui, Notion, que ça soit pro ou perso, je gère quasiment tout. Que ça soit mes dossiers clients, mes to-do, mes propositions commerciales. Je suis partie en vacances en août. Mes vacances ont été organisées sur Notion. Donc, Notion. En 4, tout à l'heure, on parlait de formation, de montée en compétences. Du coup, je parlerai de la plateforme Marketing Flow. Et du coup, toujours dans cette idée, pour moi, c'est une manière de rester à jour sur les nouvelles tendances, les stratégies, mais aussi pouvoir s'inspirer et essayer de nouvelles choses. Ouais. Marketing Flow, tu nous expliques? Marketing Flow, en fait, je connais pas celui-là. C'est une plateforme, c'est une communauté de marketeurs engagés. On y retrouve essentiellement des professionnels qui travaillent pour ou avec des entreprises à impact.
Et voilà, pour moi, le plus de cette plateforme, c'est ça, c'est le côté communauté. Donc, il y a beaucoup d'entraide, c'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels, parfois, on peut avoir besoin d'aide ou de tips, voilà, sur un projet aussi, de feedback. Ouais. Voilà, exactement. Et il y a énormément de contenu également. De nouvelles stratégies, de tips, de conseils à mettre en place pour tester de nouvelles choses. On échange aussi pas mal d'outils. Donc voilà, c'est assez intéressant. D'accord, ça marche. Et le dernier, je parlerai de Canva. Canva, j'espère que tout le monde connaît, hein, parce que pour moi, c'est vraiment un outil magique pour tout ce qui est création graphique, que ça soit du post pour mes carousels sur LinkedIn ou mes présentations pour mes clients ou même des cartes de visite. Vous pouvez vraiment tout faire sur Canva et cela ne nécessite vraiment aucune compétence, je trouve. Enfin, on n'a pas besoin d'être super... je te rejoins dessus parce que en fait, pour moi, même si il y a de meilleurs outils que Canva, le débat Canva Photoshop, il est un petit peu stérile parce que du coup, ça permet pas de faire exactement les mêmes choses. Et en soi, le gros point fort de Canva, je dirais, c'est justement son accessibilité. Ouais. C'est très facile à prendre en main. Et du coup, je recommande tout à fait Canva. Par contre, du coup, pour bien suivre les conseils d'Axel, brand designer et première invitée de Sauce Digital, quand on se lance sur Canva, faut quand même avoir en tête que on a une identité graphique derrière, parce que du coup, comme il y a du choix et plein de possibilités, c'est aussi hyper facile de partir dans tous les sens. Je rejoins complètement l'idée. Alors, c'est vrai que la prise en main, l'accessibilité, c'est super, mais utiliser Canva, ça ne remplace pas l'expertise d'un expert en graphisme, ça c'est sûr. Non, et en fait, je trouve qu'au final, c'est aussi un très bon exemple pour illustrer ce que tu fais. Il y a plein d'outils marketing autour de nous dont on peut tirer profit pour se lancer, pour développer son business. Mais le fait de se faire accompagner par un expert dont la stratégie et le métier, c'est essentiel en fait. Et du coup, il faut vous entourer de bons outils, mais aussi de bonnes personnes, je pense. C'est vrai. Ok, alors du coup, on va passer à un petit cas pratique. Donc, imaginons que je viens de créer une entreprise. Je m'y connais absolument pas en automatisation, à part que du coup ça va marcher tout seul. J'y connais pas grand-chose. J'abuse un petit peu. À chaque fois que je fais les cas pratiques, j'abuse totalement. Mais bon, par quelle automatisation, quel process tu me conseilles de commencer ? Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la grande question en fait qu'on nous pose assez souvent. Et je pense que la réponse va peut-être décevoir certains, mais en fait. L'automatisation, en vrai, ça sert à rien si t'as pas de process. Donc, quand tu démarres, je sais pas si c'est vraiment le focus, c'est pas la chose sur laquelle tu dois te concentrer. À la limite, vaut mieux te concentrer sur maîtriser tes process avant de parler d'automatisation. Ou alors, ce que je peux conseiller, c'est peut-être de commencer par une question déjà très simple, c'est pourquoi tu veux automatiser ? Et si tu as réussi à identifier ce que tu veux automatiser, pourquoi tu veux automatiser tel process ? Donc, identifie effectivement quelles problématiques tu rencontres par rapport à ça. Et là, voilà, on pourra avoir des premiers éléments de réponse pour savoir sur quelle automatisation on peut partir. Je vais prendre un exemple. On avait une cliente qui a participé à nos ateliers. Chez Tandem Office, on propose des ateliers. Et du coup, c'était un atelier d'automatisation où on mettait en avant une solution digitale. Sauf que cette cliente a fait l'atelier, mais elle n'avait pas de process. Et du coup, après, l'atelier était un peu déçue parce qu'elle ne savait pas comment mettre en pratique. Ouais, je vois tout à fait. Donc, pour elle n'a pas vu la valeur ajoutée, mais c'est simplement qu'elle n'avait pas de quoi pouvoir utiliser ce qu'elle a appris. Et du coup, effectivement, pas de process, pas d'automatisation. Très clair. La base de l'automatisation, c'est le process. Et du coup, voilà, avant de se lancer sur ce levier d'automatisation, et notamment sur des sujets marketing, moi, mon conseil, ça serait ça, c'est déjà, alors surtout en marketing, ça serait déjà de bien comprendre le parcours d'achat de ses clients, identifier les différents points de contact qu'ils ont avec l'entreprise. Et après, voilà, je pourrais me pencher sur quelle automatisation je vais mettre en place. Mais bon,
s'il faut quand même parler de quelques principes d'automatisation, on va dire classiques, basiques, je peux donner l'exemple d'automatisation de factures ou d'email, par exemple. C'est bête, mais aujourd'hui, voilà, acheter sur un site en ligne et ne même pas recevoir un petit mail de remerciement ou de bienvenue, voilà, ça peut faire vraiment toute la différence en termes d'expérience. Oui, et je dirais même que dans certains cas, c'est ce qui symbolise l'achat. Puisque du coup, quand on achète sur un site en ligne, le fait de ne pas recevoir de confirmation, c'est quand même un problème. Même si des fois, la confirmation est affichée sur le site en question, le fait de renforcer derrière en envoyant une automatisation pour remercier, en mentionnant le produit acheté, ou même, si vous êtes déter, en mettant la facture, du coup, ça fait toute la différence, puisqu'en fait, le process est achevé. Le client reçoit sur une de ces plateformes un espace qui lui appartient, une preuve que sur votre site internet, ça s'est bien passé. Et je pense que c'est important. C'est important et j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'est déjà arrivé en fait de ne recevoir aucune trace et ouais. Ça fait un peu paniquer. Bah ouais, et puis au final on se dit bon, ça dépend du prix du truc là. Mais on peut se dire bon, c'est pas grave jusqu'à ce que ça le soit en fait. Jusqu'à ce que en fait, on soit pas satisfait avec le produit, on veuille le retourner et puis exactement. Il y a pas d'infos. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, pour en revenir à ce que tu disais sur l'inbound tout à l'heure, quel est le lien entre inbound marketing et automatisation ? Du coup, le marketing automation, en fait, il va faire partie de la stratégie d'inbound marketing. Tout à l'heure, justement, on disait que l'inbound marketing, on va plutôt aller chercher à attirer le client à soi pour ensuite entretenir une relation avec lui. On va lui partager du contenu pertinent, on n'oublie pas, pour l'amener au fil du temps à convertir. Et du coup, en fait, le marketing automation, il intervient dans ce process d'interaction avec le prospect, de personnalisation par rapport à son comportement. L'idée, c'est tel client a fait telle action, je vais lui pousser ce contenu. Parce que je sais qu'à ce moment-là, il a besoin de cette information. Donc, on va aller automatiser certaines actions pour pouvoir continuer à délivrer de la valeur en fait au prospect tout au long de son expérience et surtout même après l'achat. C'est important de le préciser. Ok, très clair. Quels sont les autres points clés des solutions que tu proposes ? Donc, comme je disais, je suis aussi collaboratrice au sein de l'agence Tandem Office. En fait, nous sommes une agence de transition digitale. On accompagne les entreprises en fait à optimiser leur process grâce à des solutions digitales. Et notre ambition, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire comprendre aux entreprises comment le digital peut les aider en fait dans leur organisation, que ça soit finance, comptabilité, administratif, marketing. C'est vraiment comment en fait les solutions digitales aujourd'hui peuvent les aider à optimiser leur process et en fait à booster leur performance. Et d'ailleurs, on a récemment sorti un nouveau produit. Donc on a sorti des workshops. Nos workshops, en fait, c'est un format de 4 heures d'ateliers, des ateliers pratico-pratiques. L'idée, c'est de pouvoir aider les professionnels à automatiser leur process et booster leur performance. D'ailleurs, pour ça, j'anime un des ateliers qui est dédié au marketing automation. Donc, du coup, pendant lequel les participants, en fait, on voit comment l'automatisation d'actions peut leur faire gagner du temps, des clients et du chiffre d'affaires. Super programme. Prochaine question sur le profil de tes clients. Ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger. Aujourd'hui, 100% de mes clients sont en Guadeloupe. C'est ça qu'on veut entendre. Yes. Bon, après, franchement, bravo. Oui, mais je vais pas te mentir, j'aimerais bien quand même travailler avec des clients en dehors de la Guadeloupe. Parce que on va pas se mentir, le marché reste quand même petit. Et surtout dans notre secteur d'activité, au niveau du marketing digital, j'avoue, j'aimerais bien bosser avec des clients hors de la Guadeloupe. Du coup, tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen ? En toute franchise, pour moi, la différence, elle est surtout liée à la maturité du marché, notamment par rapport au digital. On dira qu'ici, en fait,
on est un peu moins éduqué, on va dire, par rapport au digital. Et du coup, le manque de maturité sur ce sujet-là, ça peut parfois rendre l'émission un peu plus difficile pour nous en tant que prestataires. Puisque du coup, voilà, parfois, on va plus passer du temps à essayer d'éduquer le client, de convaincre le client que voilà, c'est cette stratégie qu'il faut mettre en place. Surtout sur le digital, où voilà, les actions peuvent ne pas forcément être immédiates. Donc, et en face, tu as des clients qui sont très impatients, ils savent qu'ils mettent du budget, ils veulent voir des résultats tout de suite. Donc voilà, c'est plus, pour moi, c'est plus à ce niveau-là. Ouais, je te rejoins complètement dessus, et je pense qu'il y a aussi la question de la charge mentale que ça représente de devoir justifier son expertise auprès de son client. Il n'y a pas forcément aussi de visibilité sur la suite des projets. Enfin, en tout cas, c'est plutôt les points négatifs que j'ai remarqués. Mais par contre, du coup, il y a aussi un truc hyper important dans le fait d'accompagner quelqu'un de zéro et de le voir, du coup, progresser, s'approprier les sujets et tout. Enfin, il y a un de mes clients, quand je vois qu'au final, son intérêt pour le digital, il était purement pécunier, en fait. C'était une façon comme une autre d'avoir plus de clients, en fait. Et aujourd'hui, du coup, des fois, il m'envoie des articles tech et tout, du blog du modérateur. Donc, je suis vraiment choquée, en fait. Oui. Ouais, c'est ça, pour le coup, c'est une transformation 360. Surtout qu'il est dans un business où il a vraiment pas du tout besoin de digital pour performer. Et c'est parti d'un intérêt, et aujourd'hui, c'est un truc qui fait partie intégrante de sa veille aussi. Donc, je trouve ça très cool. Du coup, on va passer aux choses à éviter en ce qui concerne l'automatisation. Quels sont les a priori, les trucs à ne pas faire du tout? Déjà, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Dans un premier temps, pas de process, pas d'automatisation. Donc, je dis ça parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, un outil ne sert à rien s'il ne sert à rien. Donc, d'ailleurs, récemment, on avait partagé un petit résumé, on va dire, des erreurs à éviter quand on parle d'automatisation sur nos réseaux sociaux. Et dedans, on retrouve des erreurs comme ne pas documenter ses process, par exemple. Ce qui est très fréquent, on le voit aussi avec les clients qu'on accompagne. D'ailleurs, une fois, on a un prospect qui nous a contacté complètement en panique, tout simplement parce qu'il avait une employée qui était là depuis une dizaine d'années et qui partait. Classique. Sauf que, voilà, cette personne partait et il y avait personne qui était capable de gérer en fait ce qu'elle faisait parce que les process n'étaient pas documentés. En deuxième erreur, je dirais automatiser avant d'avoir testé un process manuellement. Franchement, l'idéal, c'est voilà, j'automatise à partir du moment où je maîtrise complètement mon process et je sais voilà exactement le scénario. On parlait tout à l'heure de savoir ce dont le client a besoin, connaître le point de contact, etc. Donc, c'est important de pouvoir maîtriser en fait un process manuellement avant de parler automatisation. Oui, et je pense qu'en fait, ça peut être résumé par... En gros, quand on se lance dans un truc, faut assumer. Il y a une expression que j'ai entendue sur le podcast des Yaya il y a pas longtemps, qui est qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. C'est un proverbe africain. Et du coup, je pense que ça veut tout dire, en fait. Oui. Ça veut dire que quand on se lance dans quelque chose, derrière, il faut en assumer les conséquences. Il faut pouvoir assumer. Et c'est un élément qu'au final, je retrouve dans beaucoup d'exemples que tu as partagés sur des personnes qui veulent se lancer dans ce process, mais qui n'ont pas, au final, les process mis en place voilà, pour que ça fonctionne. Tout simplement. Et du coup, en troisième erreur, qui est assez fréquente, c'est aussi ne pas interroger ou même ne pas impliquer en fait ses équipes. Parce que du coup, quand on se lance dans des projets d'automatisation, c'est important de pouvoir impliquer les personnes qui sont directement concernées par l'action, par le process qu'on veut automatiser. Puisque du coup, c'est eux qui maîtrisent la problématique et qui vont nous aider à définir, en fait, que ce soit l'objectif ou le scénario d'automatisation à mettre en place. Et ça, encore, malheureusement, c'est une erreur qui est assez fréquente.
Et pour un quatrième exemple, je parlerai du choix de l'outil qui ne doit pas être négligé en fait, puisque le choix de l'outil reste primordial. Et il peut varier d'une entreprise à l'autre, puisque encore une fois, l'important, ce sont les process et l'organisation de l'entreprise. Et il faut que l'outil qui est choisi, il soit adapté au process. Du coup, il faudra faire attention aux fonctionnalités qu'il propose, savoir si il est fluide, s'il est évolutif, se renseigner sur le support technique. Voilà, des petites infos comme ça. Ok, ça marche. Et pour toi, qu'est-ce qu'une automatisation performante ? Une automatisation performante, je dirais que c'est simplement une automatisation qui va me permettre de répondre à mon objectif. Et que si je la mets en place, c'est qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Du coup, en général, c'est surtout pour me faire gagner du temps. Voilà, en général, l'automatisation, c'est ça, c'est me faire gagner du temps et du coup, me permettre de ne pas mobiliser justement une ressource humaine sur cette tâche qui est en général une tâche chronophage. On en revient toujours aux objectifs, mine de rien. Pour toi, c'est plus, justement, cette importance de l'objectif, c'est plus un truc marketing ou gestion de projet ? Je dirais que c'est plus marketing. Pourquoi ? Marketing, parce que du coup, cette notion d'objectif, je pars d'une problématique et je mets en place une action pour arriver à résoudre cette problématique. Donc pour moi, c'est plus cette notion. L'objectif, je le vois un peu plus comme ça, en fait. Après, peut-être des formations professionnelles, tout simplement. Ouais, en fait, moi, je le vois plus associé à la gestion de projet, parce que pour moi, en fait, il y a deux types d'objectifs, en fait. Il y a ton objectif marketing, qui est, par exemple, dans le cas d'un site internet, comment attirer des clients avec ton site internet. Du coup, c'est un objectif en soi. Et en fait, avec la gestion de projet, tu peux appliquer des méthodologies qui te permettent de préciser cet objectif, comme la méthodologie SMART, par exemple. Et du coup, à ce moment-là, ceux qui voient pas ce que c'est que la méthodologie SMART et qui nous écoutent, je vous invite à aller sur l'Instagram de Sauce Digital, sur la publication « Les 4 questions à se poser avant de lancer son site internet ». Je l'ai expliqué en détail. Très bien expliqué d'ailleurs. Merci. Et donc, en fait, c'est une méthodologie qui insiste sur l'importance qu'un objectif soit mesurable, daté. Et du coup, là, on rentre un petit peu plus dans comment faire en sorte que cet objectif fonctionne. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est plus de la gestion de projet. Mais je pense que les deux points de vue se défendent. Passons à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte d'automatiser son business de A à Z ? Ah oui, là, c'est la question. C'est marrant parce que d'ailleurs, une fois, on fait des appels découvertes, en fait, quand on a un prospect intéressé. Donc, on fait des petits calls de 15 minutes pour mieux comprendre le besoin. On a un appel qui s'est mal passé parce que, du coup, on expliquait qu'on ne peut pas donner de tarifs comme ça. Alors, en tout cas, c'est notre vision chez Tandem Office. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas déjà parler de prix si on n'a pas fait d'audit. On n'a pas fait d'audit. Pour nous, c'est pas d'audit, pas de process, pas d'automatisation. Donc, je t'avoue que je ne pourrais pas répondre à la question comme ça. Ok. Donc, du coup, si je comprends bien... Comme tout en marketing, tout dépend du projet, de la cible, de la taille. Ben oui, puisque du coup, comment je peux te donner un tarif ? Autre question, du coup, qui va peut-être permettre à nos auditeurs de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, c'est quels sont les types de prestataires qu'on retrouve autour de l'automatisation ? Les types de prestataires, du coup, on a des agences de transition digitale comme Tandem Office. Sinon, tu vas retrouver des consultants en automatisation ou des consultants CRM. Tu as des consultants vraiment spécifiques sur des solutions digitales. Pour moi, ce sont les deux profils en fait qu'on retrouve. D'accord, ça marche. Donc ça dépend de l'étendue du projet d'automatisation. Du coup, vous avez choisi de fonctionner comme une agence. Oui, c'est ça. Après, nous, j'avoue, c'est un peu particulier puisque du coup, on est d'abord 3 consultants qui se sont mis en agence. Et en fait, là où on trouvait que ça matchait bien, c'est qu'on a quand même 3 profils différents. Du coup,
forcément, on l'a compris, moi j'ai plus la casquette marketing. Florence, elle a plus la casquette opérationnelle, technique et maîtrise en fait des outils. Julien, lui, c'est un peu le couteau suisse. Il est un peu, effectivement, à la fois opérationnel et marketing. Mais du coup, pour nous, c'était intéressant, en fait, cette association, on va dire, pour pouvoir bénéficier des expertises de chacun. Le fameux terme couteau suisse. Ouais, comme toi, j'ai écouté le premier épisode d'ailleurs du podcast et comme toi, au début, je voulais tout faire. Je me désignais comme couteau suisse. Je me positionnais vraiment surtout en marketing digital. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne souhaite plus parce que voilà, je préfère me concentrer sur un axe. Parce que oui, comme tu dis, c'est dur, c'est beaucoup d'énergie, je trouve. Après, il y en a qui le font très bien, hein, mais moi, après quelques temps, voilà, je trouvais que ça ne me correspondait plus. Du coup, on va passer en mode story time. Quelle est la meilleure anecdote ou ta pire expérience en marketing automation ? Ma pire expérience, ou en tout cas un souvenir que je n'oublierai jamais, c'est lors d'une mission, en fait, j'ai accompagné un client à mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Qui dit stratégie d'inbound dit création de contenu. Ouais. On avait décidé de mettre en place un blog, donc du coup, rédaction d'articles de blog. Encore une fois, chacun son expertise, on fait appel à un rédacteur web, donc on travaille sur de la création d'articles. Du coup, après l'article est reçu, le rédacteur nous fait son retour. J'envoie l'article pour validation au client, puisqu'on est sur un secteur d'activité assez technique, donc c'est quand même lui qui devait donner le dernier mot. Et là, le retour, c'est... L'article est beaucoup trop long, on parle de nous qu'au 3e paragraphe. Oh. Je fais mes modifs, je vous renvoie. On est passé de 1000 mots à 250 mots, du coup, avec un gros focus sur la boîte. Et en fait, là, je me suis dit, mais là, il n'a pas compris, en fait, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et ouais, là, j'avoue, c'est très déstabilisant, c'est décourageant. Parce que pour moi, il avait compris, en fait, ce qu'on était en train de mettre en place. Et je me suis dit, waouh! Donc ça reste une expérience qui m'avait assez marquée. Et la deuxième anecdote, ça serait... j'avais lancé une campagne d'emailing pour promouvoir un événement qu'on mettait en place. Et là, j'ai fait partir ma séquence mail en oubliant le lien de désinscription. Sacrilège. Et j'ai quelqu'un qui m'a pas loupé en m'envoyant un mail juste pour me dire ça. Oui, c'est inadmissible de recevoir un mail. Vous n'avez même pas mis le lien de désinscription. Je me suis dit, oh, vas-y, c'est bon. mais c'est vrai, c'est important et c'est vrai, c'était inadmissible. Mais en termes d'expérience, voilà, c'est ces deux-là qui me viennent à l'esprit. Ok, et du coup, pourquoi ces deux anecdotes ? La première, c'est pour moi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand on parlait d'éducation. Du client. La première anecdote justement avec l'article de blog, pour moi c'est l'exemple. Pas connaître la valeur de l'inbound. Voilà, c'est l'exemple typique en fait. Exactement. Parce que pour moi c'est un des problèmes les plus fréquents qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éducation du client et le convaincre que on ne parle pas tout le temps de toi, on n'est pas tout le temps dans de la promotion justement, mais on est en train de créer de la valeur. Enfin, du coup, voilà, tout le concept de l'inbound, quoi. Ouais. Du coup, de mon côté, c'est... en fait, je venais de commencer à travailler dans le marketing. C'était une de mes premières missions. Et c'était dans un cabinet de recrutement. Je devais envoyer, du coup, les postes de la semaine à une partie de la base de données. Donc, c'était une base de données à l'ancienne. Je vais pas donner leur nom et tout parce que, voilà, on sait jamais. Mais en fait, voilà. Donc, le principe, c'est qu'il fallait mettre des balises, du coup, pour personnaliser l'email. Et en fonction des informations qu'il y avait dans la base de données, ça se reportait sur l'email. Donc, du coup, je fais mon email, je l'envoie. Et du coup, notez bien que je ne l'ai pas testé avant. Et là, j'entends quelqu'un dire « Oh là là, on parle de nous sur Twitter et tout ». Et puis, du coup, je me dis
bon, je suis dans le marketing, je vais aller voir ce qui se passe. Et c'était aussi dans un secteur très très tech, et on connaît le poids de Twitter dans la tech. Et donc il y a un des candidats qui avait partagé oui, donc c'est ça les pratiques, les mauvaises pratiques frauduleuses des recruteurs qui ne font même pas attention et qui ne vous envoient même pas des postes qui correspondent à ce que vous recherchez. Vraiment, c'est la honte et tout. Et moi, ça faisait une semaine que j'étais là, j'étais en panique. Et du coup, j'avais un peu honte et tout. Mais au final, c'est passé crème, tout simplement parce que mon responsable marketing n'avait aucune idée de ce qu'était Twitter, en fait. Donc, voilà. Nickel. Du coup, prochaine question. Comment est-ce que tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe ? Je pense que, alors je sais pas si c'est du coup mon entourage ou je sais pas, en tout cas de ce que je vois et ce que je ressens, je pense que la nouvelle génération est en train d'amener, on va dire, un nouveau souffle. Et peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de projets et d'ambitions en fait chez les jeunes caribéens, notamment avec le digital. Et je ressens en fait ce désir de chercher à faire plus et autrement. Donc du coup, pour moi, je pense que on va aller de plus en plus loin. Je trouve qu'on est de moins en moins fermé. Et tout à l'heure, on parlait de monter en compétences. Et voilà, je sens qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas, qui est en train de se dessiner. Donc, ça m'a l'air assez positif. En tout cas, c'est ça ma vision. Et d'ailleurs, ta question me donne envie de partager l'initiative de Kimberly Demani et Arnaud Archimède et toute leur équipe avec We Are The Whistle, qui est un programme d'accompagnement justement pour les Caribéens et les aider à monter leur projet dans un contexte, on va dire, un peu plus actuel, un peu plus axé digital. Ouais, je vois tout à fait. Et en vrai, je pense qu'il y a quelque chose en fait dans le digital appliqué aux problématiques locales qui prend en compte nos réalités, nos habitudes de consommation pour un marketing digital qui a plus de sens, tout simplement. Ok, du coup, c'était ma dernière question. Donc, comme d'habitude, petit récap avant de se quitter. Il semblerait que tous les chemins mènent au marketing. Oui, j'ai commencé le récap par là, parce que c'est pas pour faire des préférences, mais ça fait quand même 2 fois qu'on a une invitée qui a commencé dans la communication pour finir dans le marketing aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il y a un truc. Plus sérieusement, ce qu'il faut retenir sur les deux, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. La communication vous permet de mettre en place ce que vous avez pensé en marketing. Ah, nickel. Au sujet des automatisations, pas de process, pas d'automatisation. C'est le credo de Tandem Office. Et du coup, ça va de pair avec des objectifs bien définis pour que votre automatisation serve. Donc, en fait, tout se passe dans votre réflexion, l'emploi et l'outil de cette automatisation. N'oubliez pas aussi de tester vos automatisations pour éviter de perdre du temps et ou de vous taper la fiche comme moi et d'envoyer bonjour, no name à 500 personnes. Et puis, si vous avez besoin d'aide sur quelle automatisation mettre en place, comment, à quel moment, tournez-vous vers des professionnels de la transformation digitale comme Tandem Office. J'ai tout bon ? Nickel, rien à ajouter. Parfait. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté cette invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci à toi déjà pour l'invitation. Et je pense que vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. Comme je disais, j'y passe la plupart de mon temps. Donc n'hésitez pas. Et sinon, j'invite tout le monde à aller voir ce qu'on propose sur tandemoffice.fr. Merci beaucoup, Jessica. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites nous poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta @saucedigital au pluriel ou un email, la même au pluriel @gmail.com. On te met toutes les infos de contact et les outils, expertise, personnes mentionnées dans cet épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve dans 2 semaines pour plus d'interviews d'experts et d'expertes sur les nombreux métiers du digital. À bientôt! À bientôt!